Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Vous écoutez Sport et Score. Oh my God! Voici Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault. On est de retour à Sport le Score. On va entamer la deuxième heure de l'émission avec la chronique du Haut des Gradins avec Simon Bédard. Simon, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour les gars, merci beaucoup. Oui, Simon, on va faire le bilan de la semaine du Canadien, une semaine quand même assez positive. Ça a commencé samedi dernier avec un match spectaculaire là, de 7-6 en faveur des Pingouins. On ne voit pas souvent ce genre de match-là dans la LNH cette année, au fil des ans. Non, effectivement, écoute, je pense que ça a été tout un match de hockey. Je pense que les partisans qui étaient présents au match côté du Centre Bell ont droit à un très bon spectacle. Écoute, je pense que le Canadien de Montréal qui a joué quand même un excellent match quand même. Oui, c'était peut-être pas la partie de Thomas Vaucan ni celle de Carey Price non plus, mais je pense qu'au moins des matchs comme ça permettent aux joueurs offensifs là, de se faire là, valoir. Et lorsque c'était 4-2 Pingouins, là, après le but de Matt Cook en deuxième période, je connais plusieurs personnes sûrement qui étaient certains que ce match-là était terminé, qu'une formation aussi puissante que celle des Pingouins était pour ensuite peut-être gagner le match là, 5-2, 6-2, ainsi de suite. Mais je pense que le Canadien qui a fait preuve de caractère là, en fin de deuxième période en créant l'impasse 4-4 et ensuite en troisième période, plusieurs buts encore une fois. Donc c'est juste dommage que Carey Price n'ait pas été capable de faire ce gros arrêt-là qui aurait pu permettre à l'équipe de remporter le match en prolongation. Mais reste que c'était un gros point quand même, parce qu'on sait que les Penguins de Pittsburgh et le Canadien se suivaient de très près au classement. Je pense qu'il y avait seulement 2 points ou 3 là, qui séparaient les deux clubs. Donc je pense que c'était un match qui était quand même positif quand même. Là. Oui, exactement. On a affronté les Bruins le lendemain avec Peter Budaj. Une grosse troisième période pour le Canadien qui a marqué 2 buts sans riposte pour se sauver avec une importante victoire contre les Bruins pour garder le premier rang au classement. Oui, écoute, on sait que c'est jamais facile de gagner des matchs à Boston, surtout lorsque Peter Budaj, qui même, c'est quand même, a joué 3 matchs excellents cette année actuellement. On sait que pour un gardien de but qui ne va pas le filer souvent non plus, aller jouer à Boston comme ça, c'est jamais facile, surtout que les joueurs devant lui, là, c'était une deuxième partie en autant de jours. Donc c'était vraiment un match où plusieurs s'attendaient à ce que les Blues l'emportent de façon convaincante quand même, je dirais. Mais je pense que le Canadien qui avait preuve de caractère, encore une fois, on sait que les Blues ont peut-être voulu brasser un petit peu. C'est Nochera qui a écopé de 17 minutes de punition sur la même séquence en deuxième période. Et c'est qu'est-ce qui a souvent pavé la voie à cette victoire-là. Parce qu'on sait que Chara qui joue beaucoup de minutes face aux Canadiens. Et là, vraiment, les hommes de Michel Therrien qui ont su profiter du fait que Chara était absent pendant 17 minutes pour marquer 2 buts en troisième période. Donc c'était un match important parce que, écoutez, les Blues avaient un point d'avance, je pense, sur le Canadien au premier rang dans l'Est. Et en vertu de cette victoire-là, le tricolore qui a pu vraiment reprendre la pôle là, dans la conférence de l'Est. Paul qui n'a pas encore perdu justement depuis. Je pense que c'était vraiment un gros match de 4 points. Et je pense d'aller battre les Bruins comme ça là-bas, surtout après avoir perdu un match assez frustrant de 2-1 au Centre Bell en début de saison. Je pense que c'était vraiment une très grosse victoire qui a quand même fait du bien là, aux joueurs. Oui, on s'est dirigé à New York pour affronter les Islanders. La bête noire du Canadien cette saison, une autre défaite 6-3. Price n'a pas connu son meilleur match, malgré qu'on avait fait une remontée dans ce match-là. Pour le Canadien, on perdait 3-1, on a ramené ça à 3-3. Le but de Gianta, qui était le 20 millième, c'est ça? Oui, 20 millième en effet. Oui, 20 millième but de l'histoire de la concession. Le but de Gianta, mais malheureusement, un mauvais but accordé par Price. Ça a permis aux Islanders de se sauver avec la victoire. Oui, je pense qu'à c'est la seule contre-performance de l'équipe au cours de la semaine actuellement. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, pourtant les Islanders, c'est pas un club qui est vraiment menaçant si on veut. Oui, ils ont quand même plusieurs bons joueurs, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on joue contre
contre eux, que ce soit à Montréal ou à Long Island. On n'est pas capable d'aller chercher ce match-là. Écoute, je pense que le Canadien, quand même, fait preuve de caractère encore une fois en troisième période, là, en étant capable de mettre la marque 3-3. Mais vraiment, le but de Radek Martinek, je pense, 1 ou 2 minutes plus tard seulement, qui a vraiment été fatal. Et ensuite, le Canadien s'est effondré. Oui, Carey Price a encore une fois pas connu performance étincelante, mais je pense que les joueurs là, devant lui, le Canadien qui en début de saison formait une des meilleures défensives de la Ligue. Et là, écoutez, lors des 2 ou 3 derniers matchs, ils ont fait abstraction du match face aux Hurricanes jeudi. Oui. Le Canadien qui était beaucoup trop généreux en défensive. Je pense qu'on a laissé quand même Price à lui seul, mais un gardien de but numéro 1 de sa trempe là, pour être capable d'effectuer ces arrêts-là qui pourraient permettre à son club là, de rester dans le match et peut-être d'aller même chercher un match qu'il ne mériterait peut-être pas non plus. Donc Price n'a pas été capable de faire ces fameux arrêts-là qui auraient pu permettre aux Canadiens de se sauver avec les 2 points à l'enjeu. Mais ça reste qu'on parle que c'est vraiment l'équipe a quand même connu un mauvais match du début à la fin. On pense là, à tout le monde. Il n'y a pas vraiment personne qui s'est illustré vraiment dans cette partie-là. Jeudi, le Canadien a affronté les Hurricanes, une victoire de 4-2. Les grands gardiens, souvent, ils rebondissent après une contre-performance. C'était le cas de Price. Je crois qu'on a joué 2 périodes sur 3 pour le Canadien. On s'est sauvé avec la victoire avec 2 buts en troisième. Effectivement, je pense que si c'était pas Price en deuxième période, les gars, là, le Canadien qui perdait encore une fois, je pense qu'il a effectué 20 ou 21 arrêts en deuxième période. C'était vraiment suffisant parce que le Canadien, autant que le Canadien était dominant en première période, s'est carrément effondré en deuxième période. Et vraiment, les Hurricanes là, étaient vraiment là, partout. Et vraiment, j'ai vraiment eu peur. Mais écoutez, j'ai pas vraiment eu peur, mais je me suis dit, lorsque Eric Stahl a obtenu son tir de punition en deuxième période, là, la foule était debout. C'est le jeu du match, oui. Les joueurs semblaient gonfler à bloc. Et je me disais, s'il faut qu'Eric Stahl marque, ça va être terminé. Là, je voyais pas comment que le Canadien était pour pouvoir calmer les ardeurs de la foule et même de l'équipe locale. Et finalement, Price, qui n'a même pas bronché, qui a vraiment laissé Eric Stahl s'amener, qui n'a même pas fait le premier geste qui est souvent fatal. Et je pense que c'est un très gros arrêt. C'était pas le point tournant du match, mais je pense que oui, quand même, là, parce qu'ensuite, le Canadien en troisième période, Heller qui a trouvé une façon de marquer, et ensuite Subban. Donc, je pense que le Canadien a joué quand même 40 bonnes minutes sur 60, mais tellement que les Hurricanes ont été incroyables en deuxième période. Ça aurait été un jeu qui aurait pu finir très très mal encore une fois. Oui, exact. Et le Canadien se dirige présentement vers la Floride. Ce soir, si ma mémoire est bonne, c'est contre le Lightning de Tampa Bay. Et le lundi, c'est bien ça, c'est contre les Panthers de la Floride. Dimanche, oui. Dimanche, oui, en effet. Merci beaucoup, Jean. Puis, les Canadiens ont été parfaits lors de leur dernier voyage en Floride. À quoi s'attendre de ces 2 matchs? Oui, c'est vrai, c'est parfait. Pour faire un survol bref, ces 2 matchs qui sont à la portée, à la portée de l'équipe. Ça n'a pas été 2 performances convaincantes, je dirais. Il a laissé filer une avance de 3 buts en troisième face au Lightning pour gagner 4-3 en fusillade. Ensuite, gagner 1-0 face aux Panthers 2 jours plus tard, là, grâce à une bonne performance de José Théodore. On parle de 2 clubs qui reposent dans les bas-fonds de l'Est actuellement. Écoutez, le Lightning de Tampa Bay, qui est pourtant quand même beaucoup d'atouts offensifs, beaucoup de talent. C'est pas une formation qui devrait occuper présentement le 13e rang dans l'Est, 4e dans la division sud-est. Le problème est derrière le banc à Tampa Bay, tout simplement. Le système défensif là, de Guy Boucher, les joueurs là, sont vraiment tannés de ce système de jeu-là d'anti-hockey. On a des joueurs offensifs à Tampa Bay comme le Cavalier, Stamkos, Martin Saint-Louis à ce moment-là. C'est une équipe qui devrait être beaucoup plus haut dans le classement. Je pense qu'un changement derrière le banc là, s'impose à Tampa Bay. Oui, puis Stamkos, 35 points en 24 parties, Saint-Louis, 31 points en 24 matchs, et Teddy Purcell avec 21 points en 24 parties. Oui, mais c'est après, regarde, tu as nommé le Cavalier, Saint-Louis et Stamkos, mais après, là, c'est assez limité comme offensive. Oui, bien écoutez, aussi, moi, j'ai hâte de voir, les gars, si ça va être Desjardins qui va obtenir le départ ce soir. On sait que Mathieu Garon est prétendant blessé. Ah. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à Lindback pour le match de ce soir où on va faire confiance à Desjardins? Si c'est le cas, ce serait son 3e départ en carrière dans la Ligue nationale de hockey, son 2e contre le Canadien de Montréal. Ah, OK. Là-dessus, le Canadien 4-1 là, en 2010. Ah. Donc, je pense que c'est vraiment le match le plus
dangereux là, qui s'en vient. On sait que les Panthers actuellement, 15e et dernier rang dans l'Est, une formation qui s'en va nulle part, avait quand même connu un très bon début de saison, mais a seulement gagné 7 de leurs 25 premières rencontres, donc seulement 20 points sur une possibilité de 50. Et parmi les joueurs qui pourraient quand même avoir à l'œil du côté des Panthers quand même, là, nul autre que Jonathan Huberdeau, qui est le meilleur pointeur de l'équipe actuellement, avec 17 points, là, dont 12 buts en 25 matchs, malgré qu'il a seulement 19 ans. Ensuite, il y a Thomas Fleischmann avec 17 points en 25 rencontres. Et un défenseur qui connaît toujours beaucoup de succès face aux Canadiens en carrière, Brian Campbell, là, avec 16 points en 25 parties. Donc, ça va être deux matchs qui sont à la portée de l'équipe. Je m'attends pas à ce que ce soit deux grosses victoires. C'est pas tout le temps des matchs excitants quand même, là. Mais si l'équipe peut aller chercher au moins 3 points sur 4, là, je pense qu'on va pouvoir crier une mission accomplie là, pour ce séjour de 5 parties sur la route qui est le plus long séjour de l'équipe à l'extérieur là, au cours de cette saison de 48 parties. Donc, ça va être à suivre les deux matchs du Canadien en fin de semaine. Un mot rapide sur on va passer de la Ligue nationale à la Ligue Midget 3A, deuxième ronde des Estacanes contre les Gaulois du collège Antoine Giroir. Malgré un bel effort, c'est incliné en 6 matchs. Mais je pense que le manque d'offensive l'a vraiment coûté la série aux Estacanes. Je pense Anthony Richard, Jérémy Carignan, entre autres. C'était vraiment des grosses pertes pour l'équipe. Oui, effectivement. Regarde, si on pense au match, là, le numéro 6, là, vous étiez présents, les gars. Oui. Et vraiment, c'est les unités spéciales qu'on fait très mal. Ouais. On revient 0 en 6 en avantage numérique. Les Gaulois, eux autres, de leur côté, ont marqué là, 4 buts avec un homme en plus, donc 3 en troisième période, parce que c'était encore 1-1. Donc, c'est décevant. Je pense que vraiment l'équipe a connu là, une très bonne série. Je pense que vraiment les gars peuvent sortir la tête haute là, de ça. On sait que cette formation-là, sur le papier, était supérieure et de loin à celle de Trois-Rivières. Ils ont beaucoup de joueurs qui risquent de jouer au niveau junior majeur l'année prochaine. On parle de choix élevés au repêchage également. Donc, je pense que vraiment, les gars, qu'il faut que les gars aient quand même joué 6 bonnes parties contre eux. C'est une mission accomplie quand même. Il n'y a pas grand monde qui voyait l'équipe en série éliminatoire. On a terminé 7e au classement. Ensuite, pas grand monde qui voyait l'équipe vaincre les Vikings en première ronde. Trois-Rivières qui a remporté en 4 matchs, dont 3 matchs consécutifs après avoir perdu le premier match 6-1 à Trois-Rivières. Et ensuite, on a vraiment on a vraiment à faire une très bonne opposition aux Gaulois en deuxième ronde. Donc, c'est une formation qui devrait se rendre loin quand même cette année. Là. Donc, je pense que les gars veulent vraiment créer une mission accomplie de tout ça et être très, 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 très fiers parce que cette formation-là a vraiment progressé de très, très belle façon en deuxième moitié de saison. Et Frédéric Lavoie peut être avec vous tantôt, va vraiment en témoigner. Je pense que tout le monde est très fier de ce que l'équipe a fait là, au cours des derniers mois de l'année. Et parler un peu de deux espoirs qui jouent présentement pour l'équipe du Collège Antoine Giroir. On parle bien sûr d'Anthony Beauvillier et de Jérémy Roy. C'est deux très bons joueurs. Je les ai vus jouer. Je m'attendais pas. C'est justement ces gens qui m'ont convaincu de venir voir ce match et voir deux espoirs, dont un qui pourrait probablement être repêché. Je les ai bien aimés sur la glace. Oui, puis ces deux joueurs, c'est deux éléments clés de l'équipe. En défensive, Roy qui est vraiment utilisé à toutes les sauces, il y avait quand même beaucoup de temps de jeu en avantage numérique. Du côté de Anthony, là, je pense que c'est un joueur qui vraiment, c'est un joueur qui risque d'être un des 3 premiers appelés là, en juin prochain du côté de Chicoutimi. C'est un joueur offensif d'impact, il n'y a pas d'autre là-dessus. Peut-être un petit peu le côté actif que j'ai peut-être moins aimé des fois. On sait que c'est un joueur, je sais pas, peut-être pas qu'il semblait individualiste, mais c'est un joueur qui a commis de mauvaises punitions à de très, très mauvais moments. Là. Une des 2 premières parties disputées à Trois-Rivières. Oui, exact. Côté attitude, peut-être travailler là-dessus parce qu'au niveau là, junior, surtout lorsqu'on est âgé là, de son âge, pas vraiment se présenter dans un club junior avec des joueurs de 17, 18, 19, 20 ans. Exact. Attitude comme ça. Mais s'il travaille là-dessus, et je sais que c'est vraiment quelque chose qui se corrige assez facilement, je pense que ça va être un joueur qui va pouvoir faire sa marque. Et on sait que son frère là, qui joue actuellement là, avec c'est Nick, je crois. Oui, exact. Qui appartient aux Panthers de la Floride. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue de hockey junior major du Québec, donc on va souvent pouvoir l'aider de ce côté-là. Mais si on regarde vraiment l'aspect offensif, le flair offensif, c'est un joueur qui est vraiment, il risque d'être un des 3 premiers appelés là, en juin prochain. C'est un joueur qui va avoir une très bonne carrière au niveau junior, même qu'on dit qu'il est même en avance sur son frère à son âge actuellement. Donc, je pense que ça va être un joueur qui va pouvoir avoir à l'œil. Et il a connu un début de série assez lent, mais à partir là, de son but lors du match numéro 3 à Trois-Rivières, ensuite il était un joueur d'impact. Et on l'a vu lors du match numéro 6 en compagnie d'Anthony.
Beauregard qui appartient au Foreur de Val-d'Or. C'est deux excellents joueurs qui va falloir avoir à l'œil au cours de la prochaine saison. Alors, Simon, c'était tout le temps qu'on avait pour la chronique du haut des gradins, version écourtée. On se reparle la semaine prochaine. Et puis, je te souhaite une excellente semaine. Vraiment, les gars, merci beaucoup. Là. Merci. Beaucoup. Alors, on fait une courte pause et au retour, nous allons avoir l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie. Restez des nôtres dans moins de 3 minutes. FM 91.1, Radio Shawinigan. On est de retour à Sport et Score. C'est avec plaisir qu'on accueille l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, Midget 3, Frédéric Lavoie. Monsieur Lavoie, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Oui, Monsieur Lavoie, je vous demanderai votre bilan de votre saison avec les Estacades. Ça a débuté une première moitié de saison difficile, mais en deuxième moitié, l'équipe s'est vraiment relevée, puis on connaît la suite en deuxième moitié. Oui, exact. Ça a été une année assez spéciale. Donc, si on revient au début, nous autres, on pensait avoir une équipe vraiment là, pour aspirer au championnat. Là. Puis, en revenant des cas juniors, on a eu les mauvaises nouvelles qu'il y en avait 5 qui restaient juniors majeurs dès leurs 16 ans. Là. Soit Alex Bureau, Scott Carrier, Jonathan Deschamps, Anthony Richard, puis Alexis Daou à Shawinigan. Donc, pour nous, c'était un trou énorme là, dans un bassin comme Trois-Rivières qui est dans les plus petits dans la Ligue, là, dans les 4 plus petits bassins au niveau de la Ligue Midget 3. Donc pour nous, c'est un trou géant dans l'alignement. Mais on a souvent parlé d'eux, ces absents-là, mais les gars qui étaient là ont pris le fort et ont réussi à faire une saison là, au-delà des attentes. Oui. Donc, beaucoup de joueurs qui a dû prendre les bouchées doubles. Oui, exact. Si je pense à le début de saison était pour les coachs a été très bien, dans le sens qu'on était 13e au classement, je pense à Noël, c'est drôle à dire, mais défensivement, les joueurs jouaient bien, c'était juste qu'il manquait un petit peu d'offensive, puis ça voulait pas débloquer. Puis en revenant des fêtes, on dirait que tous les matchs qu'on perdait par un but, dans le fond, on les a gagnés par un but. Ça fait en sorte qu'on a terminé 7e, là, puis c'est certain que nos vétérans ont une grande partie du succès, dont Guillaume Baudouin en défense, qui quelques petits tours avec l'Armada cette année. Je pense qu'il a joué une dizaine de matchs. Hubert Delisle qui est allé l'an passé aussi, qui a bien fait. Puis Gabriel Forcier aussi, comme vétéran. La perte de ces joueurs-là, quand même, ça fait mal à l'équipe, mais c'est quand même une belle fierté pour l'organisation d'avoir des joueurs comme ça gradués au niveau junior majeur. Oui, exact, parce qu'il ne faut pas oublier que notre rôle, nous autres, c'est une ligue de développement, là, donc c'est développer les joueurs pour le junior. Fait que c'est certain que quand on parle au présent, ça fait mal un peu pour l'édition actuelle, mais en même temps, ça donne la chance à d'autres, puis comme vous dites, c'est une belle fierté des Estacades de monter des joueurs au junior là, chaque année. Excusez-moi, la ligne est un peu mauvaise. On vous entend un peu de manière croche. Excusez-moi, M. Lavoie, pour ce petit commentaire. Là, c'est correct? OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Oui. On vient aux séries, première ronde, belle victoire contre Saint-Eustache après un premier match difficile. Puis c'est vos commentaires sur la série contre Giroir. Je pense que c'est joué, un peu au niveau des unités spéciales. Oui, c'est certain. Faut pas oublier, par exemple, que le Collège Antoine Giroir, à chaque année, a vraiment une machine de hockey. Là. À chaque année, il développe des joueurs qui sortent dans les premières rondes. Cette année, on a qu'à penser à Anthony Beauvillier, qui va probablement être dans les 3 premiers choix. Jérémy Roy, qui jouait à 14 ans, défenseur offensif, qui jouait là l'an passé. Donc, c'est certain qu'offensivement, il y avait beaucoup de potentiel. Puis, on a essayé de contrer le plus longtemps possible, mais au dernier match, surtout le powerplay explosé, puis c'est certain qu'un jour, ça allait arriver. Et la venue le retour d'Anthony Richard pendant la saison, lorsqu'il a décidé de quitter les Foreurs pour venir avec les Estacades, je crois que ça l'a quand même relancé l'attaque dans un certain sens. Oui, exact. Anthony est revenu du junior avec une expérience, un certain bagage. Puis, je pense qu'il a quand même transmis aux autres. Là. On dit souvent que les joueurs apprennent par l'exemple, en regardant. Puis, je pense qu'en le regardant, les gars ont appris certaines choses. Puis, ça sans aucun doute aidé là, à débloquer l'offensive après les fêtes, même si Anthony n'était plus là. Une belle surprise dans votre équipe, c'est le gardien de 15 ans, Samuel Montembeault, qui a déjà un excellent gabarit. Je pense pour les équipes juniors, là, un gardien de ce gabarit-là, il va être très en demande, j'ai l'impression. Oui, exact. Samuel, en fait, là, c'est un joueur 16 ans late. Ah, OK. Pour le draft de la Ligue nationale, c'est comme un an plus tard, là, il y a un an de plus pour se développer. Mais au niveau junior, il est considéré comme un 16 ans, là, on a 17 ans l'an prochain. Ah, OK. C'est certain que c'est un des plus beaux potentiels dans la Ligue. Là. Sans aucun doute, on a des 5 gardiens les plus prêts à gauler junior l'an prochain là, dans la Ligue. Là. Malgré la défaite contre Antoine Giroir, votre saison va quand même se poursuivre avec la Coupe Dodge. Je pense que vous allez avoir à jouer une série 2 de 3 pour participer à la Coupe Dodge.
Ouais, c'est ça. Depuis quelques années, là, la Ligue, parce qu'on est une Ligue de développement, on a décidé qu'après l'élimination vers la Coupe TELUS, former une autre Ligue, là, une autre série, la Coupe Dodge. Puis nous, dans le fond, on attend notre adversaire. Là. Les séries vont se poursuivre jusqu'au 20, je crois. Okay. Dépendant des gagnants, on va jouer un 2-3 justement là, pour aller à la Coupe Dodge. Et le fait d'aller à la Coupe Dodge, je crois que c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est dans le bon mandat pour la Ligue Midget 3 comme Ligue de développement, comme lorsqu'il y a l'élimination, d'habitude, c'est terminer les activités de hockey. Mais je crois que avec la Coupe Dodge, ça fait prendre pas mal d'expérience aux joueurs aussi. Ouais, c'est ça. La réalité à ce temps au Québec, c'est les équipes Midget 3 sont en sport-études. Donc nous, on continue à les prendre en charge là, comme entraîneurs là, jusqu'à fin juin. Ouais. C'est certain d'avoir d'autres événements comme ça nous permet d'avoir un petit peu plus de, comment je pourrais dire ça, de motivation au niveau des joueurs. Là. Il y a aussi le camp, comme on dit, printanier aussi qui se passe à chaque année. Oui, dans le fond, nous autres, là, suite à la Coupe Dodge, la fin de semaine suivante, ça va être la nouvelle saison qui commence là, en même temps que l'autre finit. Oui. C'est le camp de sélection suivi d'un camp printanier au mois de mai. C'est une quarantaine de joueurs à chaque année qui sont invités au camp printanier. Et la provenance des joueurs, c'est bien sûr des joueurs de la région de la Mauricie principalement et un peu dans le comté de Portneuf, si je m'abuse. Notre territoire, c'est Mauricie-Boisfranc. OK. Puis donc, les Boisfranc, c'est plus Victoriaville et les environs. Donc, ça, c'est vraiment notre bassin de territoire. Mais à chaque année, on a le droit d'aller chercher des joueurs de l'extérieur qui sont retranchés. Puis, habituellement, il y en a toujours un de l'extérieur. Au point de vue personnel, M. Leroy, c'était votre première saison comme entraîneur-chef. Vos commentaires sur cette première expérience? Moi, c'est un milieu que je connaissais. Donc, j'avais déjà été adjoint à Gilles Bouchard il y a quelques années. Puis, j'étais chanceux, dans le fond, là, Pascal Luneau, qui est là depuis 7 ans. Steve Mongrain, coach gardien, qui est là depuis 10 ans, il était là. Donc, c'était pas... on n'embarquait pas avec tout du monde nouveau. On connaissait bien la Ligue, puis ça a facilité les choses. Est-ce que la LHJMQ, ça pourrait être une option pour vous dans le futur? Ben, je vous dirais que je vis une année à la fois. Là. Dans le fond, mon objectif, c'est de m'améliorer à chaque année comme entraîneur. Puis, on a toujours à apprendre. Plus qu'on en sait, plus qu'on se rend compte qu'on n'en connaît pas beaucoup. Donc, je vois une année à la fois, puis je suis très heureux au Midget 3. Donc, j'ai pas nécessairement d'aspiration à court terme pour le junior nécessairement. OK. Donc, ça complète l'entrevue. Merci, M. Lavoie. On va vous souhaiter bonne chance à la Coupe Dodge qui s'en vient à grands pas. Merci. Lâchez pas votre bon travail. Merci. Voilà, c'était Frédéric Lavoie, l'entraîneur-chef des Estacades de Midget 3 de Trois-Rivières. On s'arrête quelques instants, le temps